Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors que le droit à l'avortement est aujourd'hui remis en cause aux États-Unis, nous avons décidé de consacrer ces matins à évoquer ce droit autour du monde et la manière dont il est instrumentalisé sur le plan politique. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Marie Mathieu. Bonjour. Vous êtes post-doctorante en sociologie et chercheuse associée au CRESPA CSU. Sophie Gaudu, bonjour. Bonjour. Sophie Gaudu, vous êtes gynécologue obstétricienne, responsable de l'unité IVG contraception à l'hôpital Bicêtre et présidente du réseau Révo. Et Danielle Gaudry, bonjour, vous êtes Bonjour. gynécologue, militante au planning familial et au sein du collectif Avortement en Europe. Les femmes décident. S'il s'agissait de faire un état des lieux en France, que pourrait-on dire à ce sujet pour essayer d'expliquer un peu quels sont les tenants et les aboutissants aujourd'hui de ce droit à l'avortement, Sophie Gaudu? L'avortement en France est autorisé sans restriction à la simple demande de la femme, jusqu'à 14 semaines de grossesse, 16 semaines d'aménorrhée. De nombreuses avancées législatives ont eu lieu ces dernières années, la prise en charge à 100%, l'allongement des délais depuis le 28 février à 16 semaines d'aménorrhée, 14 semaines de grossesse, l'autorisation pour les sages-femmes de pratiquer des IVG médicamenteuses et instrumentales. Donc voilà, ça concerne une femme sur 3 en France, ça touche toutes les populations. C'est un chiffre, effectivement, qui est peu connu, justement, s'il fallait commenter ce chiffre, Sophie Gaudu. Ça touche toutes les femmes. Toute femme est susceptible, au cours de sa vie, de rencontrer une grossesse non prévue et de choisir de l'interrompre. Choisir d'interrompre ou de poursuivre une grossesse, c'est un élément clé de l'autonomie et de la liberté des femmes et de l'égalité homme-femme. Donc c'est vraiment... nous sommes dans une situation qui, en Europe, est plutôt favorable, je pense, aux droits des femmes. Marie Mathieu. Alors, c'était pour revenir sur ce chiffre de une personne sur 3, une femme sur 3 en France qui aura un avortement dans sa vie, au cours de sa vie, au moins un. En fait, on a pendant très longtemps pensé que la contraception, ou du moins qu'en augmentant la couverture contraceptive de la population, on allait effectivement faire disparaître l'avortement, ce qui est une fausse croyance, puisqu'en fait, on s'est aperçu que aujourd'hui, les femmes sont moins souvent confrontées à une grossesse non prévue, mais avortent plus souvent en situation de grossesse non prévue. Notamment parce qu'elles ne rejoignent pas ce qui est défini comme socialement comme les bonnes conditions pour avoir un enfant, c'est-à-dire un couple stable, professionnellement, matériellement stable, effectivement. Et puis il y a aussi la question de l'âge. Donc on s'est aperçu qu'il y a une reconfiguration au travers du temps de ce qu'on a appelé, ce que Michel Ferrand et Nathalie Bajos ont appelé la norme procréative, qui amène que les femmes font des choix différents aujourd'hui et que malgré une augmentation de la couverture contraceptive de la population, on s'est aperçu que le nombre d'avortements ne diminuait pas au cours du temps. Donc à peu près stable depuis une quarantaine d'années. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aurait donc une sorte de chiffre incompressible à cet égard, Marie Mathieu? Alors, incompressible, je ne pourrais pas le dire, mais d'une certaine manière, oui, en fait, puisqu'effectivement, on ne peut pas faire un lien de cause à effet entre contraception et avortement. Par contre, il y a une opposition... Ça obéirait à d'autres logiques. Il faut prendre en compte effectivement les choix par rapport à un potentiel projet parental. On sait aujourd'hui que les femmes s'engagent assez rarement seules dans des projets parentaux. Et aussi, il faut tenir compte que... historiquement, l'avortement s'est construit comme la mauvaise pratique, à contrario de ce qu'on considère comme des moyens de contraception, alors que finalement l'avortement est aussi un mode de contrôle des naissances aujourd'hui, un acte totalement ordinaire, sans risque pour la santé des femmes quand il est pratiqué de façon sécuritaire. Oui, je voudrais revenir sur ça. Effectivement, c'est un acte extrêmement rapide. Par exemple, par méthode instrumentale, ça dure en moyenne 5 minutes. C'est extrêmement rapide. Quand c'est réalisé de façon médicale, dans des conditions safe, en termes de médecine, c'est très simple et tout à fait sûr pour la santé des femmes. Quand c'est réalisé dans les pays où c'est interdit, là, c'est dangereux pour les femmes. Mais en France, c'est vraiment safe pour la santé des femmes. Et les femmes vont globalement beaucoup mieux après un avortement, quand elles l'ont choisi, que quand elles sont confrontées à une grossesse dont elles ne veulent pas et qui malheureusement devrait se poursuivre. L'accès à l'avortement sur le territoire, où en est-il, Sophie Gaudu? Il est moi, je pense que l'avortement est relativement facile sur le territoire. Sauf dans les déserts médicaux ou sauf pour des populations très précaires ou très jeunes ou très démunies, soit par la langue, soit par l'argent, soit par des contraintes parentales ou de la violence conjugale. Voilà.
Danielle Gaudry. Oui, je voulais compléter, rajouter que la problématique de l'accès à l'avortement en France, c'est qu'aussi la loi n'est pas très connue des femmes. C'est-à-dire que là, il y a une information à faire et que même si il y a un numéro vert, il y a des sites internet, etc., mais les femmes ont du mal à accéder à ce droit. Elles ont des parcours, elles rencontrent des... Par exemple, qu'est-ce que vous observez sur le terrain, Danielle Gaudry? Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Ce qu'on peut nous voir dans nos permanences d'accueil, c'est que... Au planning familial. Au planning familial, c'est que les femmes ont vu déjà des soignants, médecins ou sages-femmes. Et beaucoup ne sont pas forcément bien orientées. Elles perdent du temps. Il y a des examens complémentaires comme les échographies qui peuvent être répétés. On leur demande des bilans sanguins qui n'ont pas lieu d'être, etc. Et donc, du coup, elles Pourquoi leur perdent... demande-t-on cela? Alors pourquoi leur demande-t-on cela? D'abord, certains médecins et soignants sont réticents à pratiquer les avortements, mais ça, c'est pas forcément le sujet du jour, hein, mais Ça peut l'être. ça peut l'être, effectivement. Ça peut l'être, puisque si on considère qu'aujourd'hui c'est un droit et si celui-ci peut s'exercer partout sur le territoire, il faut qu'il n'y ait pas de réticence implicite ou explicite par rapport à cette pratique. Alors je pense que les soignants ont quand même des réticences à appliquer la loi complètement. Mais ça, peut-être Marie que Mathieu. Sophie pourra nous le compléter. Marie Mathieu. En fait, actuellement, il y a des travaux de Raphaël Perrin qui réactualisent un petit peu les questionnements autour des résistances et réticences des professionnels de soins à prendre en charge l'avortement. Pour revenir un petit peu sur la question des disparités territoriales d'accès à l'IVG, aujourd'hui, effectivement, ce que soulignait Sophie, l'accès est relativement assuré, sauf qu'effectivement, pas toutes les méthodes sur le territoire. Il y a eu notamment un rapport en 2020 qui montrait qu'effectivement, il y a encore des problèmes d'accès à certaines méthodes. Pour l'avortement, actuellement, il y a 2 méthodes. La méthode par médicament et la méthode par aspiration. La méthode par médicament, aujourd'hui, représente 70% des avortements. Donc, il faut aussi voir que derrière ça, il y a aussi une forme d'euphémisation et d'invisibilisation de la question de l'avortement. Enfin, voilà, on a délégué un petit peu aux femmes la question de l'avortement. Et c'est moindrement les médecins qui l'assument aujourd'hui. Et pour les réticences, on voit bien que l'augmentation du délai a amené comme des difficultés de mise en application. Il y a encore des femmes qui sont contraintes de partir en Espagne et aux Pays-Bas notamment. Est-ce qu'on sait combien de femmes? Est-ce que c'est... Alors, le dénombrement est très compliqué à faire. On a toujours eu des évaluations qui se basaient notamment... Alors, les premières évaluations qu'on a eues, c'était notamment dans une équipe collective qui a fait une enquête des sociologues et démographes, qui a fait une évaluation en se basant sur les recueils des demandes au planning familial. En fait, historiquement, le planning familial a toujours fait un décompte de ces demandes pour savoir approximativement combien de femmes avaient la nécessité d'avorter au-delà du délai. C'est toujours des évaluations. Aujourd'hui, c'est des évaluations d'autant plus difficiles à faire que maintenant, l'information pour les cliniques est accessible sur Internet. Donc, les femmes ne passent pas toujours aujourd'hui par le planning familial pour avoir ces informations. Cependant, on a quelques chiffres qui viennent des cliniques à l'étranger. Il y a juste l'Espagne où c'est difficile d'avoir les données. Mais aujourd'hui, il y a encore des réticences sur cette prise en charge. Justement, Sophie Gaudu, lorsqu'on essaye de voir les réticences, donc le fait que certaines femmes doivent aller encore à l'étranger, qu'est-ce que ça signifie? C'est aussi une question de délai. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Est-ce qu'une femme peut se heurter à une impossibilité de fait de trouver, je ne sais pas, une place, un créneau? Oui, alors effectivement, les réticences qui traversent les soignants sont les mêmes que celles qui traversent la société. C'est un sujet très clivant. Voilà. Mais certaines femmes se rendent Y compris en France. Y compris en France. Et c'est aussi, le droit à l'avortement est un droit récent. Et bon, de façon, si on veut élargir un tout petit peu, même en Europe, lorsque des gouvernements passent à droite, il n'est pas rare qu'il y ait des volontés de réduire le droit à l'avortement, comme en Espagne en 2015, en 2013, 2015, comme au Portugal en 2015, enfin, où l'avortement a été déremboursé, où un entretien psychologique est maintenant imposé. Donc en fait, c'est vraiment un sujet qui traverse toute la société et les soignants comme le reste de la société. Il y a des femmes qui se rendent compte tardivement qu'elles sont enceintes. En se rendant compte tardivement qu'elles sont enceintes, effectivement,
il faut trouver un lieu pour se faire avorter. Alors il y a le numéro vert, il y a aussi le site IVG les infos, IVG les adresses sur Internet qui recense les lieux avec une géolocalisation et les méthodes de façon à faciliter l'accès aux soins. Et puis il faut tomber sur les bons soignants. On sait que la rapidité de prise en charge va dépendre de la porte d'entrée. Ça, c'est Nathalie Bajos qui avait monté ça et ça n'a pas changé. 30 ans plus tard, c'est exactement pareil. Maintenant, les délais sont allongés. Il faut que les soignants... Il y a sur le territoire suffisamment de soignants pour faire le geste dans les nouveaux délais. Il faut simplement que les circuits de prise en charge se mettent en place. Marie Mathieu. J'ajouterais que en fait, cette augmentation du délai qui est un peu crispée beaucoup de personnes, il faut quand même expliquer qu'il y a des pays où il n'y a pas de délai légal. Par exemple, le Canada n'a pas de délai légal depuis 88, depuis l'arrêt Morgenthaler. Il n'y a pas de limite et il n'y a pas cette scission entre ce qu'on appelle les interruptions volontaires de grossesse et les interruptions pour motif médical. Et en fait, les femmes avortent dans les mêmes délais. En fait, c'est faux de croire que si on faisait sauter le délai en France, que soudainement, on aurait une quantité de femmes qui se décideraient d'aller avorter au dernier trimestre. En fait, on continue un petit peu au travers de ce délai légal de donner une représentation complètement... Enfin, d'infantiliser les femmes. Les femmes sont totalement responsables et savent très bien que généralement, leur décision d'avorter est une évidence par rapport à une situation où elles ne peuvent pas avoir un enfant. Elles n'ont pas les bonnes conditions pour le faire. Même quand elles hésitent, en fait, ce que j'ai montré dans ma thèse sur la situation québécoise, c'est que même quand elles hésitent, généralement, elles engagent les démarches se disant que possiblement, elles les arrêteront si effectivement elles décident finalement de garder leur grossesse. Et là-dessus, j'ajouterais aussi que on a tendance à présenter l'avortement comme un drame, mais il faut voir que en fait, la plupart du temps, un avortement n'est pas un drame, c'est un épisode de la vie, mais il peut devenir un drame à partir du moment où une femme souhaite mener un projet parental, mais que c'est le partenaire en face qui ne le souhaite pas, et qu'elles ne peuvent pas porter un projet parental seule, en l'absence de solidarité conjugale, ou parce que simplement elles ne veulent pas déroger au modèle, on va dire, d'une famille traditionnelle ou placer un enfant dans une situation où il serait rejeté par son père biologique. Sophie Gaudu, si on revient sur la question du délai, sur son allongement, sur le refus de considérer qu'au-delà d'une certaine date, eh bien, ce projet est aujourd'hui légalisable, que diriez-vous à ce sujet ? C'est une très bonne chose que les délais aient été allongés. Ça va permettre. Il y a très peu de femmes, comme disait Marie Mathieu, qui ont recours à l'avortement tardivement. Dans les délais comme ils étaient avant le 28 février, ce n'était que 5% des patientes qui étaient entre 10 et 12 semaines de grossesse. Les femmes qui demandent Depuis que la loi est passée, dans mon unité, nous en avons fait 8. Et encore, la moitié des patientes que nous prenons en charge viennent des Hauts-de-France ou de la région rouennaise, parce qu'il y a des difficultés particulières d'accès à l'IVG entre 14 et 16 dans les Hauts-de-France. Bon. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des collègues n'ont pas souhaité se mettre à le faire. Je pense que c'est... Vous savez, en 2001, quand la loi est passée de 10 à 12, ça a été pareil. Ça a été un certain temps pour que l'ensemble des collègues apprennent le geste. Quoi que ce soit le même, entre 12 et 14, c'est le même. Bon, il faut un temps pour que les choses se fassent. Elles vont se faire. Moi, je fais énormément d'enseignements. Nous soutenons les collègues qui font le geste. Nous leur apprenons. Je fais des cours. On fait des tas de formations. Et je pense que d'ici quelques années, ça va être entré dans les mœurs. Et voilà. Il faut simplement un temps d'adaptation. Et c'est une bonne chose que ces délais soient allongés. Marie Mathieu. J'ajouterais que sur l'augmentation des délais, en fait... Officiellement, il y a une augmentation des délais. En pratique, c'est difficile à mettre en place pour des questions organisationnelles ou pour des réticences locales. Ce qui pose quand même le problème des femmes qui sont contraintes de partir à l'étranger, même si elles sont peu. C'est des voyages qui coûtent cher parce qu'il y a une intervention. Donc, pour donner un ordre d'idée, les Pays-Bas, on commence à peu près à 600 € pour aller jusqu'à 2400 € en Espagne, selon l'avancée de la grossesse. Et puis là-dessus, il faut rajouter à la fois les voyages, le logement sur place. Il faut rajouter les médicaments. Il faut rajouter aussi la perte, on va dire, d'activité salariée pendant cette période-là. Et puis tout le problème d'articulation avec soit sa vie étudiante, soit sa vie salariée. Et aussi le contrôle de l'information. Parce que c'est compliqué de dire qu'effectivement, il y a une très très forte stigmatisation des avortements dits tardifs, que nous, au niveau du planning, on appelle en délai dépassé, parce qu'ils sont stigmatisés aussi du fait de la limitation que porte la loi, en fait. Daniel Gaudry.
Oui, juste pour compléter. Alors, je vais être complètement dans le sens où les femmes s'alertent extrêmement tôt. Leurs tests de grossesse, on le voit bien, sont extrêmement précoces. On arrive à avoir des femmes, elles sont à peine enceintes, enfin, et elles viennent déjà en consultation. Donc effectivement, celles qui arrivent beaucoup plus tardivement sont des femmes qui soit ont un diagnostic tardif pour différentes raisons de grossesse, soit parce que leur situation change brutalement. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une situation qui leur semblait favorable et ensuite plus du tout favorable. Et sur ce sujet, il y a effectivement les situations de couple avec les violences dans le couple qui apparaissent parce que l'annonce d'une grossesse déclenche, accentue les violences dans le couple. C'est une donnée qu'on a depuis quelques années, mais ça augmente de 20% les violences dans le couple. Donc, ces femmes qui s'alertent tôt ou moins tôt, vont se retrouver dans des situations à partir, effectivement, malgré la nouvelle loi à l'étranger. Et j'ajoute comme dernière stigmatisation, c'est qu'en France, effectivement, elles sont remboursées de leur avortement et que quand elles partent en l'étranger, comme elles sont dans l'illégalité, elles ne pourront pas se faire rembourser. Et l'allongement des délais de 2 semaines nous intéresse parce que comme si nous ne pouvons pas, alors que c'est légal, leur fournir ce soin en France, à ce moment-là, cet avortement pourra se faire rembourser. Ça, c'est une démarche qui est un changement quand même très important. On continue d'évoquer l'IVG comme droit politique, cette fois-ci en faisant un tour du monde de la manière dont ce droit peut être aujourd'hui combattu, instrumentalisé politiquement. On va évidemment évoquer ce qui se déroule aux États-Unis, mais aussi ce qui s'est produit en Pologne et puis ce qui a lieu également avec la guerre en Ukraine. Nous sommes en compagnie de la gynécologue Danielle Gaudry, militante au planning familial et au sein du collectif Avortement en Europe, Sophie Gaudu, gynécologue obstétricienne responsable de l'unité IVG contraception à l'hôpital Bicêtre, et Marie Mathieu, chercheuse associée au CRESPA CSU. Voilà, il est 8h sur France Culture. Bon réveil à tous. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on poursuit autour de la question de l'IVG qui est un droit politique. On a évoqué la situation en France. Nous allons maintenant voir la situation aux États-Unis. Nous sommes en compagnie de Danielle Gaudry, gynécologue militante au planning familial et au sein du collectif Avortement en Europe. Les femmes décident. Sophie Gaudu, gynécologue obstétricienne responsable de l'unité IVG contraception à l'hôpital Bicêtre et présidente du réseau Revo. Et puis enfin Marie Mathieu, post-doctorante en sociologie et chercheuse associée au CRESPA CSU. Marie Mathieu, vous évoquiez la situation au Canada il y a quelques instants. Vous évoquiez une situation où l'IVG semblait ne pas être contesté, un droit qui parle les femmes. Et puis, de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, la situation n'est pas semblable. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui distingue ces deux pays du point de vue du droit à l'avortement? Alors, ça ne veut pas dire qu'au Canada, il n'y a pas eu des oppositions et qu'il n'y a pas des oppositions ou des tentatives de restriction du droit à l'avortement. Mais depuis 1988, en fait, comme c'est un système de common law, il y a eu une jurisprudence qui a rendu caduque la loi, un peu comme l'avait fait le procès de Bobigny en France. Le procès de Bobigny, rappelez-nous. Alors, le procès de Bobigny, en fait, c'est en 73. Il y a eu notamment un procès autour d'une fille et sa mère, enfin, une jeune femme et sa mère qui, effectivement, ont eu recours à un avortement et qui a été un petit peu le procès de la loi de l'époque. C'est-à-dire, Gisèle Halimi a montré, alors,
elle n'était pas seule, hein, mais l'histoire a un peu cristallisé ce personnage. Hein. À ce moment-là, en fait, la loi qui était comme ouvertement bafouée depuis le manifeste des 343 qui a été publié en 71, en 74, le jugement de Bobigny qui montre bien que effectivement, d'un côté, il y a celles qui pouvaient avorter parce qu'elles en avaient les moyens, et de l'autre côté, il y avait celles qui ne pouvaient pas, dont la jeune femme qui s'est retrouvée effectivement en procès. Donc, à partir de ce moment-là, la loi est ouvertement bafouée et elle éclate. Donc, il va falloir remettre de l'ordre. Et c'est comme ça qu'en fait, la loi Veil, ce qu'on appelle la loi dite Veil, hein, est votée. C'était vraiment pour remettre de l'ordre parce qu'en fait, durant le début des années 70, la mobilisation pour la légalisation de l'avortement va vraiment se radicaliser, avec notamment la pratique d'avortements illégaux par le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, les MLAC, hein, qu'on redécouvre un petit peu plus, mais qu'on tend à oublier derrière ce récit un peu officiel de Simone Veil dans l'arène parlementaire, mais aussi les activités des GIS, du planning familial, qui finalement vont se doter de, alors ce qu'on appelle à tort la méthode Carmen, mais la méthode par aspiration, et vont commencer à pratiquer des avortements sur le territoire français. Et là, en fait, il va falloir remettre de l'ordre, et c'est là où Giscard d'Estaing mandate Simone Veil, qui à contrario du précédent projet de loi, là, ça va être confié au ministre de la Santé de faire une loi et qui va amener aussi une loi pleine de compromis. Parce qu'en fait, il fallait trouver un consensus. Et un consensus qui permette de faire voter la loi. Des compromis qui vont durablement marquer les choses. Pour la situation canadienne, en fait, depuis la jurisprudence, en fait, il y a un vide juridique, mais en fait, dans un système de common law, c'est pas tant un vide juridique, c'est qu'effectivement, il y a une jurisprudence qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement tel que nous, on le pense, très formalisé sur l'avortement. Et il n'y a pas de division avortement pour motif médical et avortement dit volontaire, en fait. Le motif, la justification des femmes n'est pas quelque chose qui rentre en compte. On considère que c'est un acte ordinaire de santé. Alors, ça ne veut pas dire qu'en pratique, il n'y a pas de couloir et qu'il n'y a pas des choses sur le terrain qui limitent un petit peu, comme on peut le voir en France. Et puis, il faut voir qu'en fait, on a tendance à oublier, il y a beaucoup de choses qui apparaissent des évidences en France. Hein. En France, aujourd'hui, on a les avortements par médicament et les avortements par aspiration. Mais moi, quand je commence ma thèse en 2007, et puis ça a couru pendant très longtemps au Canada, il y avait moins de 1% des avortements qui étaient réalisés par médicament. Notamment parce que la mifepristone, donc ce qu'on appelle le RU 486, qui est un produit français, faut s'en souvenir aussi, qui a amené aussi des grosses oppositions auxquelles Evin, à l'époque, s'est battu en disant que c'était la propriété morale des femmes et puis que voilà, le RU 486 devait être remis en production. Et ben en fait, quand je commence ma thèse, l'avortement est majoritairement des avortements par aspiration. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce petit pas de côté m'a permis de prendre de découvrir qu'il y avait d'autres façons de penser l'avortement. En France, c'est une évidence que les avortements, par exemple, par aspiration, sont soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale, ce qui n'était pas le cas quand moi j'enquête au Centre de santé des femmes de Montréal, où finalement il y avait des alternatives en termes de prise en charge de la douleur. Des gestes qui ne sont pas sans rappeler les MLAC. Je pense notamment aux travaux de Lucille Ruot, qui montrent qu'il y avait un environnement qui était pensé de manière à ce que les avortements par aspiration sans anesthésie se passent bien. Donc, il y a beaucoup de parallèles. Alors, il y a des initiatives aujourd'hui qui sont mises en place, mais qui sont très marginales, autour notamment de l'hypnose ou de tout ce qui relève du confort des femmes, une prise en charge plus humaine et plus englobante. Et si vous deviez juste faire une comparaison avec justement ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis. Alors, je pense qu'il y a une grosse montée conservatrice. Là, il faut rappeler que la remise en question de Roe and Wade, là, c'était un avis sur projet. La fuite qu'il y a eu sur ce projet-là, c'est pas une loi en tant que telle. Après, ça amènerait vraiment à des grosses remises en question. Il faut quand même dire que même si au niveau fédéral... Roe versus Wade. Qu'est-ce que cet arrêt stipulait justement à cet égard, Marie-Mathieu ? Alors, du côté états-unien, en fait, le droit à l'avortement était considéré comme quelque chose qui relevait de la liberté de conscience et de religion. Nous, en France, ça s'est construit vraiment comme un acte de santé, ce qui est une pratique, une déclinaison différente.
Roe Wade permettait en fait l'accès à l'avortement sur l'ensemble du territoire fédéral. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des restrictions au niveau des provinces, des États, pardon. On a vu là les dernières années que, l'Oklahoma, l'Alabama, il y a une démultiplication des restrictions sur le droit à l'avortement au niveau des États. Donc, et là, en fait, la remise en question de Roe Wade, c'est vraiment au niveau fédéral. Donc, c'est l'ensemble du territoire. Si effectivement il y avait une remise en question de cet arrêt, en fait, c'est la condamnation de l'avortement sur le territoire états-unien. Et il faut bien savoir que de toute façon, que l'avortement soit légal ou illégal, les femmes avorteront toujours. La seule différence, c'est que ça mettra les femmes en danger d'un point de vue santé, si effectivement on interdit l'avortement. Et aussi, ça amènera d'autant plus de difficultés aux femmes pour y avoir accès. Sophie Gaudu. Oui, je voulais juste faire une précision sur la loi française. Dès 1975, dès la loi Veil, l'avortement a été autorisé en France sans limite du tout de délai, c'est-à-dire jusqu'au terme de la grossesse, mais avec une limite pour l'avortement sur la seule décision de la femme. Donc d'abord 10 semaines de grossesse en 75, puis 12 semaines de grossesse en 2001, et maintenant 14 semaines de grossesse. Mais il y a une autre procédure qui est l'avortement qu'on appelle avortement médical. Soit que l'enfant à naître soit atteint d'une maladie incurable ou d'une malformation gravissime, soit que la poursuite de la grossesse mette en danger la santé de la femme. Et si on entend le terme de santé de façon un petit peu plus générale que simplement la santé organique, ma foi, cette procédure permet d'interrompre les grossesses au-delà du délai qui vient d'être voté de 14 semaines de grossesse, 16 semaines d'aménorrhée. Et donc, il faut savoir que ça existe en France. C'est un peu plus compliqué. Il doit y avoir une réunion pluridisciplinaire qui discute de la demande de la femme. Et ce n'est pas toujours accepté, mais il faut savoir que c'est possible. Voilà, je voulais juste préciser ça. Danielle Gaudry. Oui, alors je voudrais, effectivement, je vais tout à fait dans le sens de Sophie. L'avortement est autorisé, quel que soit le terme de la grossesse, à certaines conditions en France. Et on oublie quand même très très souvent les causes maternelles. Oui, les dangers psychiques et les dangers sociaux, je veux dire, de poursuite de grossesse. Donc, effectivement, pendant le confinement, il y a eu un rappel comme quoi cette condition existait et que les soignants pouvaient l'appliquer, mais elle est quand même largement oubliée. Et dans les situations de violence en particulier, on pourrait s'attendre à ce que la France fasse beaucoup de progrès à ce sujet. Alors moi, je voulais revenir au niveau international. C'est vrai qu'au niveau mondial, il y a eu beaucoup de textes qui officialisent comme quoi l'avortement doit être dépénalisé, doit être légal, puisqu'autrement ça met la santé des femmes en danger. Et ce qui se passe... Par exemple, justement, ce qui se passe aux États-Unis, Danielle Gaudry, par rapport à ça, est-ce que ça signifie que les risques donc pour la santé des femmes au sens large, comme l'évoquait Sophie Gaudu, est-ce que ça n'est pas perçu? Est-ce que d'autres questions sont prépondérantes pour encadrer l'avortement? Expliquez-nous. Alors, je vais juste donner un chiffre pour que tout le monde ait bien en tête. Dans le monde, il y a 800 décès par jour pour des avortements non médicalisés. Donc c'est pour ça que l'OMS, l'ONU a fait des déclarations, des recommandations pour que l'avortement au niveau mondial soit reconnu comme un acte qui doit être sécurisé pour l'ensemble des femmes. Ça me semble important. Alors, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Si, effectivement, le vote de la décision de la Cour suprême est confirmé. Si ça va jusqu'à son terme. Ça va jusqu'à son terme. Ça veut dire que immédiatement, dans 26 États des États-Unis, l'avortement s'arrête. C'est-à-dire que les femmes vont se retrouver à faire, pour certaines, 1000 kilomètres pour trouver un lieu pour l'avortement. Et si la situation continue à évoluer aux États-Unis, on va se retrouver avec, en gros, un État qui va être favorable à l'avortement. Là, comme il a été dit précédemment, plusieurs États ont mis en place des lois restrictives avant le vote, la décision de la Cour suprême, et ça fait partie vraiment d'une stratégie générale
que l'on trouve alors au niveau mondial et au niveau européen de ce qu'on appelle, nous, les anti-choix. Et ces alors, si on s'en tient aux États-Unis, les arguments qui sont avancés dans le rapport qui a été dévoilé, c'est que ce droit n'est pas explicitement inscrit dans le texte de la Constitution. Mais ça veut dire à ce moment-là que si cette décision de la Cour suprême est confirmée, ça veut dire qu'à ce moment-là, tous les droits qui existent, mais qui ne sont pas inscrits dans la Constitution, pourraient disparaître. Alors, ça veut dire contraception, mariage gay, dépénalisation même de l'homosexualité. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ça, on le retrouve dans le programme des anti-choix en Europe en particulier. Donc, on n'est pas étonné de le retrouver aux États-Unis également. C'est-à-dire que cela va généralement de pair. Quelles sont les inspirations, ou plus exactement le cadre idéologique de ce type de position, selon vous, Danielle Gaudry? C'est un retour à un projet de société extrêmement traditionnel, avec une famille hétérosexuelle uniquement, avec une famille où le divorce n'existe pas. C'est une famille complètement utopique, mais qui est l'objectif d'un certain nombre de courants idéologiques et qui s'expriment à travers le monde en général. Et je vais juste rajouter que pour les États-Unis, on voit comme argument dans cette décision de la Cour suprême que finalement, comme tout est fait pour l'adoption des enfants nés et abandonnés par les femmes, on ne voit pas pourquoi il y aurait besoin d'avortement. Donc vous voyez combien ces décisions va mettre à mal le moindre droit des femmes, qui est celui de savoir ce qui se passe dans leur corps et de pouvoir choisir une grossesse ou non. Marie Mathieu. Alors, je vais rebondir sur les anti-choix en contexte français. On a tendance à un petit peu toujours je trouve, regarder à l'étranger ou regarder dans le passé et s'offusquer. Mais il faut voir qu'aussi en France, alors historiquement, la loi de Neertz qui a été mise en place en 1993 pour répondre aux commandos anti-IVG a été un premier dispositif qui condamnait le délit d'entrave à l'IVG, voilà. Et ce délit d'entrave a été progressivement étendu. Étendu notamment parce qu'il y a une désinformation qui circule sur Internet, aujourd'hui encore. Même si la loi le condamne, il n'y a eu encore aucune procédure qui a... Un ensemble de journalistes ont montré, par exemple, qu'il y a de la désinformation clairement sur différents sites, qui n'est pas sans complexifier aussi les parcours de femmes. Sauf que les femmes n'ont pas toujours conscience que c'est une pratique illégale. Et en tant que femme qui vient d'avorter, elles ne vont pas avoir forcément l'envie d'aller entamer une procédure en justice pour dire, voilà, il y a eu un délit d'entrave, une désinformation qui a été faite par tel site, puisque c'est jamais évident déjà d'annoncer qu'on a avorté. Enfin, on ne le crie pas sur les toits, même si effectivement les femmes collectivement, aujourd'hui, on ne ressentent... Alors, ça dépend des situations, mais vivent différemment avec le stigmate. Il y a une libération de la parole qui continue, mais il faut tenir en compte que la loi telle qu'elle est pensée aujourd'hui sur le délit d'entrave au niveau de la désinformation qu'il y a sur Internet est difficilement applicable. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions encore sur la façon dont les anti-choix en fait, renouvellent leur répertoire d'action en s'adaptant aux nouveaux outils. Est-ce que sur le plan politique, il y a quand même une différence importante? Il y a de nombreuses différences, mais il y a une différence importante entre les États-Unis et la France, par exemple. C'est qu'y compris parmi les partis les plus conservateurs en France, la question de l'IVG n'est pas centrale, alors que chez les Républicains, elle l'est devenue. Je dis elle l'est devenue, Danielle Gaudry, parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que cela fait quelques années qu'aujourd'hui, la question donc de l'IVG est devenue un thème politique extrêmement important chez les Républicains. C'est quelque chose d'assumé. On le voit donc au travers de ces fuites avec la Cour suprême, mais c'est quelque chose de récent. Alors, c'est sans doute
l'affirmation de ces positions est récente, mais l'avortement a toujours été, dans des moments d'élection, un argument, je veux dire, pour que, au moment de l'élection d'Obama, effectivement, il y a eu un débat sur l'avortement, et le fait qu'il y ait une affirmation du candidat pour le droit à l'avortement a engagé les femmes à voter pour ce candidat. Donc, j'allais dire, la position du débat sur l'avortement comme objet politique n'est pas récent. Sophie Gaudieu. Oui, il y a vraiment un clivage politique droite-gauche pour être schématique sur la question de l'avortement. Pour en revenir par exemple à la loi sur l'allongement des délais qui a été votée là le 28 février, certainement elle a été votée grâce à des accords transpartisans, mais c'est parce que le courant de gauche, entre guillemets, de LREM a poussé et a porté le fait que cette loi passe, que la navette parlementaire a été accélérée et que ça a été possible. Toute la droite française a voté contre et s'est beaucoup exprimée contre. Et prendre le pouvoir sur le corps des femmes, assigner les femmes à la maternité, c'est vraiment un clivage politique droite-gauche, et la loi sur l'avortement, les lois sur l'avortement en sont vraiment le sujet. Et pour aller à l'extrême, le corps des femmes comme sujet de guerre, comme sujet de pouvoir, le viol lors de toutes les guerres. Vous voulez évoquer, la situation en Ukraine. Voilà, j'évoque la situation en Ukraine, où très clairement, les femmes ukrainiennes sont violées comme d'autres guerres, comme la Syrie, comme l'Irak, comme partout. Vraiment, violer les femmes, c'est un acte de guerre, et voire même les ensemencer, entre guillemets. Enfin, je veux dire, voilà. Marie Mathieu. Oui, c'était pour rebondir. Historiquement, il y a eu des avancées, effectivement, quand la gauche était au pouvoir. Enfin, vous prenez, effectivement, le remboursement, la loi Roudy de 82. À peine la droite passe au pouvoir, on a une tentative de déremboursement. Et il faut souligner que c'est aussi parce que les personnes sont descendues dans les rues et sont allées manifester, parce que les femmes se sont mobilisées, que finalement, on a eu cet ensemble d'acquis, en fait. Mais si je peux intervenir, c'est la mobilisation des femmes polonaises qui a fait un tout petit peu tarder uniquement les restrictions de droit en Pologne, mais malgré leur mobilisation, progressivement, depuis le parti Droit et Justice, maintenant, même en cas de malformation fétale, les femmes polonaises ne peuvent pas avorter. Si on essaye de prendre Marie Mathieu, la question aussi sous l'angle d'une nouvelle catégorie politique, par exemple le masculinisme, ça c'est une force politique qui est très présente aux États-Unis. Alors, tout dépend comment vous définissez le masculinisme. Je pense que on a souvent parlé de Vous l'experte, donc je vais vous laisser... Non, mais on parle souvent de backlash, c'est-à-dire des avancées du côté effectivement d'une égalité concrète entre hommes et femmes, et effectivement une déconstruction d'une vision du social binaire et voilà, dichotomique, et des rapports sociaux de sexe. Je pense qu'il y a des backlash, il y a des retours en arrière violents, comme on l'a vu par exemple dans les années 90, par exemple au Québec, la tuerie de Polytechnique, c'était vraiment symboliquement quelque chose d'un retour en arrière en force. Vous nous rappelez ce qu'est cet événement? Alors, il y a eu un épisode à Polytechnique où un des étudiants de Polytechnique a ouvert le feu et a tué les femmes, et notamment en identifiant les féministes. C'est un épisode qui a marqué effectivement le Québec, parce que c'était un acte ouvertement antiféministe. Et quand vous parlez de backlash, de retour en arrière, parce qu'on a aussi affaire à une force politique qui, comme telle, n'existait pas auparavant, si vous considérez que le masculinisme peut être aujourd'hui assimilé à une force politique en tant que telle, et qui considère que l'avortement est un enjeu parce que c'est une manière de réguler à nouveau le corps des femmes ou d'en prendre possession. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas réduire ça au mouvement masculiniste, qui prend des formes très variées, qui est différent, mais qui s'appuie sur les mêmes arguments. Mais il y a aussi, une montée effectivement des arguments religieux. C'est étonnant, parce que
par exemple, en France, l'argument qui faisait qu'on avait tendance à avoir peur de voter la loi, c'est un argument populationniste, démographique. On avait peur qu'effectivement, les femmes ne produisent plus d'enfants, ne reproduisent pas la population. C'était du natalisme, voilà. Et puis, une variante. Aujourd'hui, l'avortement est plus présenté comme une question morale, ce qui effectivement aussi amène des arguments de l'ordre du religieux aussi. Enfin, vous voyez par exemple les évangélistes dans certaines zones de l'Amérique, effectivement, ont une place très importante dans ce débat autour du droit à l'avortement. Danielle Gaudry. Oui, pour rebondir, on voit très bien, alors en Hongrie, comment l'argument démographique est important. C'est-à-dire qu'en Hongrie, l'avortement est autorisé, c'est pas encore légal, c'est encore légal, mais on voit toute une politique se mettre en place de la part d'Orban, justement pour que les femmes hongroises fassent beaucoup plus d'enfants pour sauver une civilisation occidentale hongroise. Et ça, c'est un argument qui est pas masculiniste dans le sens où vous l'employez, mais dans le sens d'une défense de civilisation. Et c'est là où nous retrouvons nos anti-choix, complètement. Un mot de conclusion, Sophie Gaudu, sur ce droit à l'avortement. Vous avez évoqué la situation en Ukraine qui est effectivement une dernière page dramatique. Le problème Alors, les viols sont des faits de guerre, c'est extrêmement répandu, classique dans tous les conflits. Et malheureusement, quand les réfugiés sont dans des pays où l'avortement est interdit, comme la Pologne, nous avons des alertes des féministes polonaises qui disent comment faire pour... Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire pour aider, pour s'associer, pour aider effectivement à accueillir ces femmes, faire des circuits et tout. Mais je crois que l'avortement est un droit fragile. Chaque fois qu'un gouvernement que la droite prend le pouvoir, les anti-choix, une certaine droite. Non. La droite en général. C'est pas certaines droites. Bon, écoutez, moi je pense qu'il faudrait nuancer votre propos, mais il y a des gens dans la droite, il y a des gens qui sont favorables à l'avortement. C'était ce que je voulais vous dire. Mais ils sont franchement peu nombreux, et globalement, les mouvements de droite, les partis de droite sont historiquement, partout où la droite vient au pouvoir, il y a des restrictions, et où il y avait l'avortement sans restriction, apparaissent des restrictions. Il y a au moins aux États-Unis une philosophie de droite qui n'est pas hostile à l'avortement, sont les libertariens. Joker, je ne connais pas. Les libertariens considèrent que l'avortement n'est pas du tout une question pour eux. Donc c'est pour ça que je voulais juste nuancer cette question sur la droite. Un mot de conclusion, Marie-Mathieu ? Juste dire, je vais faire un petit commentaire assez général. Moi, ça fait des années que je travaille sur l'avortement. Il y a énormément de personnes au sein du planning familial, beaucoup de médecins militants qui y travaillent quotidiennement. Je suis toujours un petit peu étonnée qu'on se pose la question seulement quand il y a des mobilisations et des événements à l'étranger, alors que c'est une question qui est quand même particulièrement importante pour plus de la moitié de la population. Et même les hommes aussi sont... Les grossesses arrivent aussi parce qu'il y a 2 partenaires, donc on devrait sensibiliser la population de façon générale sur cette question-là. Merci à vous. Danielle Gaudry, gynécologue militante au planning familial et au sein du collectif Avortement en Europe. Sophie Gaudu, gynécologue obstétricienne responsable de l'unité IVG contraception à l'hôpital Bicêtre et présidente du réseau Révo. Et enfin, Marie-Mathieu, chercheuse associée au CRESPA CSU.